Mon frère jumeau est apparu à ma porte, couvert de bleu. Les frères de sa femme le battaient depuis 1 an, alors nous avons échangé nos places et je me suis assuré qu'il ne l'oublierait jamais. Salut, Reddit. Mon frère jumeau identique s'est présenté à mon appartement l'année dernière, l'air d'avoir traversé une zone de guerre. Il s'est avéré que les frères de sa femme l'utilisaient comme punching ball depuis plus de 12 mois. Il m'a demandé d'échanger nos places pour qu'il puisse s'échapper et guérir. J'ai accepté et j'ai passé cette semaine à vivre son cauchemar tout en documentant tout. Ensuite, j'ai invité ces types à dîner et j'ai regardé leur monde s'embraser. Voici comment ça s'est passé. Je m'appelle Nathan, 32 ans, homme, je travaille comme ingénieur civil pour une entreprise de construction à Seattle. Carrière décente, propriétaire de mon appartement, je conduis un camion fiable, je mène une vie assez simple. Mon frère jumeau Ethan et moi sommes identiques. Même taille, même corpulence, même trait du visage jusqu'à la petite cicatrice au-dessus de notre sourcil gauche suite à un accident de vélo dans notre enfance. En grandissant, nous n'arrêtions pas de nous amuser avec les gens, échangeant de classe au lycée, nous faisant passer l'un pour l'autre lors des réunions de famille. Nos parents pouvaient nous distinguer, mais la plupart des autres personnes avaient du mal, à moins de nous connaître très bien. Nous sommes restés proches pendant l'université et à l'âge adulte, même si nos chemins professionnels ont divergé. Ethan s'est lancé dans le marketing. Il a rencontré sa femme Kristen lors d'un événement d'entreprise il y a environ 5 ans. Ils se sont mariés après une romance éclair. Ils ont eu une fille nommée Sophie qui vient d'avoir 4 ans. J'étais son témoin au mariage. Je l'ai vu rayonner de bonheur en prononçant ses vœux. Il semblait sincèrement comblé par sa vie. Bon travail, belle famille, jolie maison en banlieue. C'est pourquoi j'étais totalement pris au dépourvu par ce qui s'est passé ce mardi soir de mars. J'étais assis à ma table de cuisine, à mi-chemin de l'examen des plans d'un projet commercial, quand j'ai entendu frapper. Ce n'était pas le coup confiant d'un ami qui passe à l'improviste, ni le tapotement rapide d'un livreur. Ce coup était hésitant, presque apologétique, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre de mériter d'être là. Je me souviens avoir posé ma tasse de café et m'être dirigé vers la porte avec un vague sentiment de malaise qui s'installait déjà dans ma poitrine. Quand j'ai ouvert cette porte, je n'ai pas immédiatement reconnu la personne qui se tenait là. Non pas parce qu'il avait l'air différent de moi, nous sommes des jumeaux identiques, des miroirs l'un de l'autre sur presque tous les plans physiques, mais parce que la personne en face de moi semblait diminuer d'une certaine manière, comme si quelqu'un avait pris mon frère confiant et prospère et l'avait vidé de l'intérieur. Ses épaules étaient voûtées, sa tête baissée. Quand il a finalement levé les yeux vers moi, j'ai vu les bleus. Ce n'était pas le genre de bleu qu'on se fait en trébuchant sur un meuble ou en se cognant contre une porte d'armoire. Ils étaient délibérés, méthodiques. Une ecchymose violet foncé s'étalait sur sa pommette gauche, ses bords se fondant dans un jaune vert maladif. Sa lèvre inférieure était fendue, encroûtée de sang séché qui n'avait pas été correctement nettoyé. Quand il a changé de poids, j'ai remarqué comment il grimaçait, comment il tenait ses côtes comme si elles pouvaient se briser s'il bougeait trop vite. Ses phalanges étaient à vif, la peau arrachée par endroits. Il y avait dans ses yeux un regard hanté que je n'avais jamais vu auparavant. Même pas quand nous étions enfants et que les choses étaient vraiment difficiles après la mort de maman. C'était différent. C'était le regard de quelqu'un qui avait été systématiquement brisé sur une longue période. J'ai reculé sans réfléchir, ouvrant la porte plus grand. Ethan est passé devant moi et est entré dans l'appartement comme un fantôme dérivant à travers une vie à laquelle il n'appartenait plus. J'ai fermé la porte derrière lui, l'ai verrouillée et me suis tourné pour lui faire face. Il se tenait au milieu de mon salon, les bras enroulés autour de lui, fixant le sol. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant, jusqu'à ce que je parvienne enfin à prononcer son nom. Il a tressailli au son. Cette petite réaction, si différente du frère confiant et charismatique que j'avais connu toute ma vie, m'a transpercé d'une peur glaciale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma voix est sortie plus rauque que je ne l'avais prévu, tranchante d'inquiétude et d'une colère naissante. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il s'est affaissé sur le bord de mon canapé, bougeant prudemment comme si chaque partie de son corps lui faisait mal. Il a posé ses coudes sur ses genoux et a laissé sa tête pendre en avant, les mains jointes si fermement que ses phalanges sont devenues blanches. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure, brisée et rauque d'une manière qui me serrait le cœur. « Ce sont les frères de Kristen », a-t-il simplement dit. Blake et Craig. Mon estomac s'est noué. Je les connaissais vaguement, des types bruyants et autoritaires qui dominaient chaque réunion de famille,
qui coupait la parole à tout le monde et agissait comme s'ils possédaient l'espace qu'ils occupaient. Blake était l'aîné, probablement 35 ans, travaillant dans la gestion de la construction. Craig était plus jeune, environ 30 ans, et faisait quelque chose dans la vente. Tous deux avaient cette confiance agressive qui vient de n'avoir jamais été sérieusement défiés. J'avais toujours pensé qu'ils étaient juste le genre de personnes qu'on tolère parce qu'on y est obligé, pas parce qu'on le veut. Mais ça, c'était tout autre chose. Au cours des 2 heures suivantes, Ethan m'a tout raconté. L'histoire est sortie par fragments, sa voix se brisant, ses mains tremblant alors qu'il décrivait ce qui se passait depuis 1 an. Ça a commencé doucement, a-t-il expliqué. Une bousculade par-ci, un mot dur par-là, toujours présenté comme un jeu brutal entre hommes, toujours rejeté comme une taquinerie fraternelle. Il se moquait de lui lors des dîners de famille, dénigrait sa carrière dans le marketing, le traitait de mou, de faible, pas assez homme pour leur sœur. Kristen riait parfois avec eux, ou pire, ne disait rien du tout, détournant simplement le regard pendant qu'il le démolissait pièce par pièce. Ethan pensait qu'il pourrait endurer. Il s'est dit que s'il faisait profil bas, restait silencieux, prouvait sa valeur d'une manière ou d'une autre, il finirait par le laisser tranquille. Mais ça a empiré. Ils ont commencé à venir à la maison sans prévenir, entrant de force comme s'ils étaient chez eux, se servant dans le frigo, changeant de chaîne à la télévision, montrant clairement qu'Ethan n'avait pas son mot à dire dans sa propre maison. Il l'observait quand Kristen n'était pas là, testant les limites, poussant plus fort à chaque fois. Un soir, il y a environ 6 mois, Blake a poussé Ethan contre un mur quand il leur a poliment demandé de partir parce que Sophie essayait de dormir à l'étage. Ethan a essayé de tenir bon, d'établir des limites de base. C'est là que le premier vrai passage à tabac a eu lieu. Ils l'ont coincé dans le garage un samedi après-midi, lui ont dit qu'il embarrassait la famille, qu'il devait apprendre sa place. Craig l'a tenu pendant que Blake le frappait, méthodique et froid, comme s'il donnait une leçon plutôt que de perdre son sang-froid. Ils l'ont averti de ne rien dire à personne, surtout pas à Kristen. Ils ont dit que personne ne le croirait de toute façon. Et s'il essayait de créer un problème, il s'assurerait qu'il perde tout. Son mariage, sa fille, sa réputation. Il le dépeindrait comme instable, violent, un menteur. Et parce qu'ils étaient les frères de Kristen, parce que la famille faisait toujours bloc autour des siens, Ethan savait qu'il pouvait le faire. Il avait vu comment les parents de Kristen, Frank et Patricia, choyaient Blake et Craig, comment ils ne pouvaient rien faire de mal à leurs yeux. Alors, il est resté silencieux. Il a encaissé les bleus, les menaces et l'humiliation, et a essayé de survivre. Les passages à tabac sont devenus plus fréquents. Blake se présentait pendant que Kristen était au travail, entrait de force et utilisait Ethan comme punching ball pour toute la frustration qu'il ressentait ce jour-là. Craig se joignait parfois à lui, maintenant Ethan pendant que Blake le rouait de coups. Ils étaient prudents, principalement des coups au corps qui pouvaient être cachés sous les vêtements, des ecchymoses occasionnelles au visage qu'Ethan expliquait comme des accidents de travail ou de la maladresse à la maison. Kristen a remarqué les bleus, mais a accepté ses explications sans poser de questions. Peut-être qu'elle ne voulait pas voir la vérité. Peut-être qu'elle était volontairement aveugle à ce que faisaient ses frères. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais insisté, n'a jamais exigé de vraies réponses, n'a jamais choisi de protéger son mari plutôt que de maintenir la paix avec sa famille. Le pire, m'a dit Ethan, c'était la façon dont ils utilisaient Sophie comme moyen de pression. Ils faisaient des menaces subtiles sur ce qui pourrait arriver à une petite fille si son père n'était pas prudent. Ils parlaient de bataille pour la garde, de la façon dont les juges favorisent toujours la mère, de la facilité avec laquelle on pourrait faire passer Ethan pour un parent inapte. Ces menaces le paralysaient, le piégeant dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. J'ai peur tout le temps, a-t-il avoué, la voix brisée. Peur qu'ils aillent plus loin. Peur qu'ils fassent du mal à Sophie. Peur que Kristen les choisisse plutôt que moi si je la force à prendre parti. J'ai l'impression de me noyer, et je ne vois pas d'issue. C'est alors qu'il a levé les yeux vers moi, les yeux rougis et désespérés, et m'a demandé si je l'aiderais. Pas d'une manière vague et éventuelle. Il avait besoin d'aide immédiatement. Il a dit qu'il avait besoin de disparaître pendant un certain temps pour s'éloigner, respirer et trouver une solution. Mais il ne pouvait pas simplement partir. Blake et Craig le poursuivraient, ou pire, ils se vengeraient sur Sophie. Il avait besoin que quelqu'un prenne sa place. Juste pour un petit moment, juste assez longtemps pour lui acheter du temps. Et parce que nous étions jumeaux, parce que nous avions passé toute notre vie à être confondus,
parce que personne en dehors de notre famille immédiate ne pouvait vraiment nous distinguer à moins de regarder de près, il pensait que je pourrais peut-être le faire. Il me demandait de devenir lui, d'entrer dans sa vie, de porter son visage, d'endurer ce qu'il endurait pendant qu'il se faufilait quelque part en sécurité pour essayer de guérir. J'aurais dû dire non. Toute personne raisonnable l'aurait fait. Le plan était insensé, dangereux et légalement discutable au mieux. Mais je n'ai pas dit non. J'ai regardé mon frère, mon jumeau, ma moitié, la personne avec qui j'avais partagé un utérus, qui me connaissait mieux que quiconque au monde, et j'ai vu à quel point il était brisé. J'ai vu les bleus, la peur et l'épuisement gravés sur chaque ligne de son visage. Je ne pouvais pas le laisser retourner seul dans cette maison. Je ne pouvais pas laisser ces hommes continuer à lui faire du mal, à le broyer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors, j'ai dit oui. Je lui ai dit que je le ferais. J'échangerais ma place avec lui, j'entrerais dans sa vie, j'affronterais ses bourreaux et je lui achèterais le temps dont il avait besoin pour s'échapper. Mais plus que ça, j'ai décidé que je m'assurerais que Blake et Craig paient pour ce qu'ils avaient fait. Je ne me contenterai pas de survivre à sa place. Je tendrai un piège. Je rassemblerai des preuves, j'exposerai leur cruauté et je démantèlerai le pouvoir qu'ils avaient sur lui. Je leur donnerai une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Nous avons passé les 3 jours suivants à planifier chaque détail avec une précision militaire. J'ai emménagé temporairement dans l'appartement d'Ethan pendant que nous nous préparions, utilisant mon appartement comme base pour l'équipement et la documentation dont nous aurions besoin. Ethan m'a expliqué chaque aspect des routines qui composaient son existence quotidienne, de la façon dont il nouait ses lacets à l'itinéraire spécifique qu'il empruntait pour se rendre au travail, en évitant certaines rues parce qu'elle ajoutait du stress à sa matinée. Il m'a montré son espace de travail au bureau à travers des photos et des vidéos qu'il avait prises discrètement avec son téléphone. J'ai mémorisé les noms de ses collègues, David, qui était assis dans le bureau voisin et voulait toujours parler de sport, Linda de la comptabilité, qui apportait des biscuits faits maison tous les vendredis, sa patronne, Jennifer, qui avait des attentes irréalistes en matière de délai. J'ai appris ses campagnes marketing en cours, me suis familiarisé avec les clients qu'il gérait, j'ai étudié le jargon de l'industrie qu'il utilisait quotidiennement. Les soirées étaient consacrées à la compréhension de sa vie de famille. Ethan a diffusé des vidéos de Sophie au dîner, pendant les jeux, se préparant pour le coucher. J'ai étudié comment il interagissait avec elle, les voix spécifiques qu'il utilisait pour lire les différents personnages de ses livres d'histoire, la façon dont il comptait à rebours à partir de 5 quand elle retardait l'heure du coucher, comment il célébrait quand elle faisait un nouveau dessin. Sophie était obsédée par les dinosaures ces derniers temps, en particulier les vélociraptors, et elle adorait dessiner des scènes élaborées d'eux dans la jungle. Elle avait un tricératops en peluche nommé Monsieur Stompy qui l'accompagnait partout. Kristen était plus compliquée. Ethan m'a expliqué comment elle aimait son café, 2 sucres, une touche de crème, servie dans la tasse bleue qu'elle avait reçue de ses parents. Elle travaillait comme coordinatrice de facturation dans un cabinet médical du centre-ville. Elle quittait généralement la maison à 7h30 et rentrait vers 17h15. Elle détestait discuter du travail à la maison, préférait regarder des émissions de télé-réalité le soir et avait pris l'habitude de faire défiler les réseaux sociaux sur son téléphone plutôt que de s'engager dans une vraie conversation. Elle n'a pas toujours été comme ça, a dit Ethan tranquillement un soir. Quand nous nous sommes mariés, nous parlions pendant des heures. Nous faisions des projets, rêvions de l'avenir. Mais à un moment donné, elle a commencé à prendre ses distances. Je pense que c'est quand ses frères ont commencé à venir plus souvent. Elle les a choisis plutôt que moi, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose de nous. Le mariage s'est rodé depuis au moins 2 ans, a-t-il expliqué. De petits moments de déconnexion qui s'étaient accumulés avec le temps. Kristen donnant la priorité aux opinions de ses frères sur les sentiments d'Ethan, rejetant ses préoccupations concernant leur comportement intrusif, faisant des blagues à ses dépens quand il se moquait de lui, traitant cela comme une taquinerie fraternelle inoffensive au lieu de la sape systématique que c'était réellement. Plus important encore, Ethan m'a expliqué en détail la dynamique avec Blake et Craig. Blake se présentait généralement le mercredi soir, parfois le jeudi après-midi s'il avait pris sa journée. Il entrait sans frapper, utilisant la clé que Kristen lui avait donnée la première année de leur mariage. Blake établissait immédiatement sa domination, se servant de la nourriture, commentant l'état de la maison, posant des questions indiscrètes sur leurs finances ou leur mariage. L'intimidation physique commençait de manière subtile, se tenir trop près, acculer Ethan dans les coins pendant une conversation, le toucher de manière agressive déguisée en tapes amicales sur l'épaule qui était en fait juste assez forte pour faire mal. Si Kristen n'était pas à la maison,
Blake passait à la vitesse supérieure, poussant Ethan contre les murs, attrapant le col de sa chemise, se mettant juste devant son visage tout en proférant des menaces sur ce qui arriverait s'il se plaignait un jour à Kristen de leur visite. Craig était différent, plus calculateur dans son approche. Il se présentait le week-end, généralement le samedi matin, lorsque Kristen emmenait Sophie chez ses parents pour quelques heures. Craig apportait de la nourriture à emporter, se montrait amical au début, puis passait progressivement en mode interrogatoire. Il posait des questions sur les performances professionnelles d'Ethan, son salaire, sa planification de la retraite, son adéquation en tant que mari et père. Chaque question était conçue pour le saper et le diminuer. C'est Craig qui a menacé Sophie pour la première fois, m'a dit Ethan, la voix tremblante au souvenir. Il l'a dit si nonchalamment, comme s'il commentait la météo. Il a juste mentionné à quel point il serait facile pour un enfant d'avoir un accident. À quel point ce serait tragique si quelque chose lui arrivait parce que son père ne pouvait pas la protéger correctement. Il souriait en le disant. Nathan, il souriait comme s'il prenait plaisir à me voir réaliser à quel point j'étais impuissant. Les deux frères avaient les clés. Tous deux se sentaient en droit de se présenter quand ils le voulaient. Et tous deux avaient clairement fait savoir que si Ethan racontait un jour à Kristen toute l'étendue de ce qui se passait, il s'assurerait qu'ils perdent tout. Ils avaient déjà discuté de la stratégie, de la façon dont il prétendrait qu'Ethan était mentalement instable, comment il présenterait ses inévitables blessures de défense comme la preuve qu'il était violent, comment il se dépeindrait comme des frères inquiets essayant de protéger leur sœur d'un mari violent. C'était une campagne de terreur calculée, et il s'en sortait parce qu'Ethan était paralysé par la peur de perdre Sophie et parce que personne dans la famille de Kristen ne le croirait plutôt que ses frères. J'ai installé des caméras cachées dans toute la maison. De petits appareils conçus pour ressembler à des objets du quotidien, une horloge sur le manteau de la cheminée, un chargeur de téléphone sur le comptoir de la cuisine, un détecteur de fumée dans le couloir. Tous enregistrés en continu sur un stockage cloud auquel je suis le seul à pouvoir accéder. J'ai acheté un petit enregistreur audio qui ressemblait à un stylo, que je gardais dans la poche de ma chemise chaque fois que j'étais à la maison. J'ai tout documenté, les bleus qu'Ethan avait déjà, son récit des incidents précédents, des copies des dossiers médicaux d'une visite aux urgences où il avait prétendu être tombé dans les escaliers. Le 4e jour, nous avons fait l'échange. Ethan a coupé ses cheveux pour correspondre au style légèrement plus long que je portais. Nous avons échangé nos vêtements, nos portefeuilles, nos téléphones, nos clés. Je l'ai conduit à un chalet isolé que j'avais loué à 3 heures au nord de Seattle. Je l'ai aidé à s'installer avec des provisions pour un séjour prolongé. L'endroit n'avait aucun lien avec l'un de nous. Payé en espèces, assez isolé pour qu'il puisse décompresser sans regarder constamment par-dessus son épaule. Reste ici, lui ai-je dit alors que nous étions dans le petit salon du chalet. Repose-toi, Gary, digère tout. Je m'occupe de Blake et Craig. Je documenterai tout ce qu'ils font, et quand j'aurai assez de preuves, nous les détruirons légalement. Ethan me regarda avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la gratitude mêlée de culpabilité, mêlée à quelque chose comme de l'espoir. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es mon frère. Maintenant, va prendre une longue douche, dors dans un lit où tu te sens en sécurité, et laisse-toi guérir. Je prendrai de tes nouvelles tous les quelques jours. Je suis retourné à Seattle cet après-midi-là et j'ai emménagé dans la maison d'Ethan. Kristen était au travail, Sophie à la garderie. J'ai parcouru les pièces, me familiarisant avec l'espace, la disposition, les petits détails qui m'aideraient à vendre l'illusion, des photos de famille sur les murs, les dessins de Sophie collés au réfrigérateur avec des aimants, les lunettes de lecture de Kristen sur la table basse. Quand Kristen est rentrée ce soir-là avec Sophie, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Des spaghettis à la bolognaise, l'un des repas de semaine standard d'Ethan. J'avais pratiqué son langage corporel dans le miroir, les épaules légèrement voûtées, la façon dont il avait appris à se faire plus petit, moins menaçant, moins visible. « Salut », ai-je dit quand elle est entrée, en gardant ma voix égale et neutre. « Salut », a-t-elle répondu, me regardant à peine alors qu'elle posait son sac à main et aidait Sophie à enlever sa veste. La circulation était horrible. « Sophie, va te laver les mains pour le dîner. » La fillette de 4 ans s'est précipitée vers la salle de bain, et Kristen a traversé la cuisine avec l'efficacité routinière de quelqu'un qui accomplit des gestes familiers. Elle ne semblait rien remarquer de différent chez moi. Pourquoi l'aurait-elle fait? Je faisais un excellent travail pour être Ethan, la version abattue et prudente qu'il était devenu.
Cette première soirée s'est déroulée sans incident majeur. J'ai lu à Sophie son histoire du soir, un livre sur un vélociraptor qui voulait être une ballerine, faisant les voix de tous les dinosaures exactement comme Ethan me l'avait appris. Sophie a gloussé au pas de danse ridicule du T-Rex et a serré Monsieur Stompy fort quand je l'ai bordé. Elle m'a regardé avec une confiance totale, et le poids de ce que je faisais m'a frappé de plein fouet. Cette petite fille comptait sur son père pour la protéger, et je devais maintenir l'illusion parfaitement pour la garder en sécurité. Kristen a regardé la télévision dans le salon pendant que je nettoyais la cuisine, essuyant méthodiquement les comptoirs et chargeant le lave-vaisselle exactement comme Ethan a dit qu'il le faisait chaque soir. Elle m'a à peine adressé la parole, absorbée par une émission de télé-réalité sur des femmes au foyer riche se disputant à propos d'un traiteur. Nous sommes allés nous coucher sans beaucoup de conversation. J'ai dormi dans la chambre d'amis, prétextant un rhume et ne voulant pas la contaminer, une excuse qu'Ethan avait suggérée, sachant que Kristen avait une phobie des germes et accueillerait la séparation sans poser de questions. La chambre d'amis est devenue mon centre d'opération. Après que Kristen se soit endormie, j'examinais les enregistrements de la journée, prenais des notes détaillées, sauvegardais tout sur plusieurs emplacements de stockage cloud. J'ai créé une feuille de calcul suivant chaque incident, chaque menace, chaque moment qui pourrait être utilisé comme preuve. Date, heure, personne présente, mots exacts prononcés, actions physiques entreprises, tout était documenté avec la précision que j'appliquais normalement au projet d'ingénierie. Blake s'est présenté le mercredi soir, comme prévu. J'étais rentré du travail vers 18h, en train de réchauffer des restes au micro-ondes quand j'ai entendu sa clé dans la serrure. Il est entré comme s'il était chez lui, sans frapper ni s'annoncer, il a simplement traversé la cuisine et a pris un soda dans le réfrigérateur sans demander. « Salut, champion », a-t-il dit avec ce ton condescendant dont Ethan m'avait prévenu. Blake était un grand gaillard, un M88, probablement 100 kilos, le tout provenant de la musculation en salle plutôt que d'une force fonctionnelle. Il avait l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement défié, qui avait passé toute sa vie à s'en tirer avec des comportements d'intimidation parce qu'il était plus grand et plus bruyant que tout le monde. Dure journée au bureau à pousser du papier. J'ai gardé les yeux baissés, jouant le rôle qu'Ethan avait habité pendant plus d'1 an. Juste longue. Beaucoup de réunions. Ouais, des réunions. Blake a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de la journée. Ça doit être vraiment dur de s'asseoir dans des salles de conférence à parler de stratégie marketing pendant que de vrais hommes font du vrai travail. Mon équipe a coulé les fondations d'un immeuble de bureaux de 3 étages aujourd'hui. On a construit quelque chose de réel, tu sais, quelque chose qui va vraiment durer. Le sous-entendu était clair, la carrière d'Ethan n'avait aucun sens, son travail ne valait rien, il était moins un homme parce qu'il ne faisait pas de travail physique. C'était le même schéma qu'Ethan avait décrit, le même scénario que Blake utilisait pour établir sa domination et faire en sorte que son beau-frère se sente inférieur. Je n'ai pas répondu, je me suis juste concentré sur mon assiette de gratin réchauffée. Blake a fait le tour de l'îlot de cuisine, envahissant mon espace, me coinçant contre le comptoir. C'est comme ça que ça commençait toujours, avait expliqué Ethan. De petites provocations conçues pour tester les limites et renforcer la dynamique de pouvoir. Kristen travaille tard encore, a demandé Blake, son ton suggérant qu'il connaissait déjà la réponse. Elle sera à la maison vers 19h. Bien, bien. On ne voudrait pas qu'elle voie son mari être un perdant aussi pathétique, n'est-ce pas? Il m'a poussé l'épaule. Pas assez fort pour vraiment faire mal, mais assez agressif pour être intimidant. Tu l'embarrasses, tu sais ça? Ma sœur mérite mieux qu'un geek du marketing mou qui ne peut pas se défendre. Elle aurait pu épouser n'importe qui, mais elle s'est contentée de toi. L'enregistreur dans ma poche capturait chaque mot avec une clarté parfaite. La caméra, déguisée en horloge de cuisine, enregistrait la vidéo en haute définition, montrant la posture agressive de Blake, son invasion de mon espace personnel, sa main sur mon épaule. Je l'ai laissé continuer sa routine, absorbant les insultes, répondant avec le langage corporel soumis qu'il attendait. Épaules voûtées, yeux baissés, réponse verbale minimale qui ne provoquerait pas d'agression supplémentaire. Blake a passé environ 20 minutes à établir sa domination. Il a tout critiqué, la propreté de la cuisine, la nourriture que je mangeais, mes vêtements de travail, ma posture, mon existence en général. Chaque insulte était conçue pour saper l'estime de soi, pour renforcer l'idée qu'Ethan ne valait rien et devrait être reconnaissant que Blake et Craig le tolèrent. Quand la voiture de Kristen s'est garée dans l'allée, le comportement de Blake a changé instantanément. Il est devenu amical, jovial,
le frère inquiet qui vient juste prendre des nouvelles de la famille de sa sœur. Il m'a ébouriffé les cheveux dans un geste qui pouvait paraître affectueux à un étranger, mais qui était en fait une autre affirmation de domination, me traitant comme un enfant qui avait besoin de son approbation. Bonne discussion, champion, a-t-il dit assez fort pour que Kristen l'entende en entrant. Je m'assure juste qu'on s'occupe bien de ma sœur. La famille doit veiller les uns sur les autres, n'est-ce pas? Kristen lui a souri, inconsciente ou ignorant délibérément ce qui venait de se passer. Merci d'être passé, Blake. Tu veux rester dîner? Non, j'ai des plans, mais on se voit ce week-end chez papa et maman. Il m'a lancé un regard d'avertissement en partant, un rappel silencieux de garder le silence sur tout ce qui venait de se passer. Après son départ, je me suis assis à la table du dîner avec Kristen et Sophie, jouant le rôle du mari et père soumis et abattu tout en cataloguant intérieurement tout pour la confrontation éventuelle. Sophie a bavardé sur sa journée à la garderie, quelque chose à propos de la peinture au doigt et d'un ami qui avait apporté des biscuits pour tout le monde. J'ai écouté et répondu de manière appropriée, maintenant l'illusion pendant que l'enregistreur dans ma poche continuait de documenter chaque instant de ma vie transformée. Cette nuit-là, après que Kristen et Sophie se soient endormies, j'ai examiné les images et l'audio. C'était parfait. Vidéo claire montrant l'agression de Blake, audio impeccable capturant chaque insulte et menace. Je l'ai ajouté à mon dossier de preuves croissant, organisant tout chronologiquement, créant un récit qu'il serait impossible de nier ou de rejeter. J'ai suivi le même schéma pendant cette semaine. Blake se présentait 2 fois par semaine, parfois seul, parfois avec Craig. Ils entraient, se moquaient de moi, me bousculaient, allant parfois jusqu'à la violence physique. J'ai tout documenté. Chaque insulte, chaque bousculade, chaque coup. Les caméras ont tout capturé en haute définition. Craig était différent de Blake. Moins ouvertement agressif, mais plus calculateur. Il faisait des menaces à propos de Sophie, parlait de la facilité avec laquelle on pourrait prouver que j'étais un père inapte, décrivait en détail ce qui pourrait arriver dans une bataille pour la garde. Ces enregistrements étaient particulièrement accablants, montrant la préméditation et la violence psychologique. La violence physique s'est intensifiée vers la 4e semaine. Blake est arrivé en colère à cause de quelque chose à son travail et il s'en est pris à moi dans le garage. Craig m'a tenu les bras pendant que Blake me rouait de coups. Des coups au corps principalement, quelques coups au visage que je n'ai pas pu bloquer. J'ai laissé faire, serrant les dents, me concentrant sur l'enregistreur dans ma poche et la caméra que j'avais cachée au plafond du garage. Kristen a vu les nouveaux bleus ce soir-là. J'étais dans la salle de bain en train d'évaluer les dégâts quand elle est entrée. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait enfin poser les bonnes questions, qu'elle pourrait enfin choisir de voir ce qui se passait réellement. Mais au lieu de ça, elle a juste soupiré et dit « Tu dois être plus prudent ». Cette réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa complicité. Elle ne participait pas activement aux abus, mais elle les permettait par un aveuglement volontaire. Elle avait choisi le mensonge confortable plutôt que la vérité inconfortable. Au bout de 6 semaines, j'avais des dizaines d'heures d'enregistrement vidéo et audio. Blake et Craig m'avaient agressé cette fois, proféré d'innombrables menaces et démontré un schéma clair d'abus prolongés. J'avais assez de preuves pour les enterrer légalement. Il ne me restait plus qu'à tendre le piège. Je l'ai planifié avec soin. Les parents de Kristen fêtaient leur 40e anniversaire de mariage et toute la famille se réunissait pour un dîner chez eux. C'était l'occasion parfaite. Tout le monde au même endroit. Aucun moyen pour Blake et Craig d'éviter la confrontation. Exposition maximale pour leur crime. J'ai exposé mon plan à Ethan lors de notre appel téléphonique nocturne. Il était hésitant au début, inquiet du potentiel de violence, mais je l'ai convaincu que c'était le moyen le plus sûr. Une exposition publique avec des témoins, des documents prêts à être remis aux autorités. La veille du dîner d'anniversaire, j'ai tout préparé. J'ai monté les images les plus accablantes dans une vidéo de compilation, j'ai organisé les enregistrements audio chronologiquement, j'ai compilé les dossiers d'hôpital et les photographies des blessures. J'ai gravé des copies sur plusieurs clés USB, j'ai tout téléchargé sur un stockage cloud sécurisé et j'ai préparé des dossiers pour la police, la famille de Kristen et l'avocat en divorce d'Ethan. Oui, j'en avais déjà engagé un pour lui. Samedi soir, je suis arrivé chez Frank et Patricia avec Kristen et Sophie. L'endroit était plein de familles élargies et d'amis de la famille, probablement 40 personnes au total. Blake et Craig étaient déjà là, tenant la cour dans le salon, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Quand ils m'ont vu entrer,
Blake a souri d'un air suffisant et a fait un commentaire sur le fait que je me montrais enfin pour une fois. Craig a marmonné quelque chose à son ami qui les a fait rire tous les deux. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le dîner était l'affaire familiale habituelle. Trop de nourriture, trop de conversations en même temps, Frank racontant des histoires sur les premières années de son mariage pendant que Patricia rayonnait à ses côtés. J'ai joué mon rôle à la perfection, restant silencieux, gardant la tête baissée, étant la version diminuée d'Ethan qu'ils attendaient tous. Après le dessert, Frank s'est levé pour prononcer un discours, remerciant tout le monde d'être venu. Quand il a fini, je me suis levé aussi. La pièce est devenue silencieuse, confuse. Ce n'était pas au programme. J'aimerais dire quelque chose aussi, ai-je annoncé, en gardant ma voix stable. À propos de la famille, et de ce que signifie protéger les gens que l'on aime. Kristen m'a lancé un regard d'avertissement, clairement mal à l'aise que j'attire l'attention. Blake et Craig ont échangé des regards, pensant probablement que j'allais me ridiculiser d'une manière ou d'une autre. J'ai sorti une petite télécommande et l'ai pointée vers la télévision montée sur le mur de la salle à manger. J'avais arrangé avec Frank plus tôt pour mettre en place une connexion par ordinateur portable, prétextant vouloir montrer des photos de famille. Il avait accepté sans poser de questions. Au cours des 7 dernières semaines, ai-je continué alors que l'écran s'animait, j'ai documenté quelque chose qui se passe dans cette famille, quelque chose que tout le monde ici a besoin de voir. La première vidéo a commencé à jouer. Blake entrant dans la maison d'Ethan sans y être invité, commençant immédiatement son assaut verbal. L'audio était d'une clarté cristalline. Chaque insulte et menace parfaitement capturée. La pièce est devenue complètement silencieuse alors que les gens regardaient. Patricia a eu un hoquet. Le visage de Frank est devenu rouge. Kristen est devenue pâle. Blake a commencé à se lever, mais son père lui a aboyé de s'asseoir et de regarder. La compilation a continué. Cette semaine d'abus condensés en une présentation dévastatrice de 12 minutes. Blake me poussant contre les murs. Craig me tenant pendant que Blake me frappait. Tous deux proférant des menaces explicites à propos de Sophie, de la destruction de la vie d'Ethan s'il parlait un jour. Les images étaient indéniables, horodatées, montrant clairement les visages. Certaines des femmes dans la pièce ont commencé à pleurer. Frank avait l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque. Blake et Craig restaient figés, leurs visages passant par le choc, la colère, et finalement la peur alors qu'ils réalisaient l'ampleur de ce qu'ils regardaient. Quand la vidéo s'est terminée, le silence était assourdissant. Je me suis tenu là, devant 40 témoins, et j'ai dit, Blake et Craig abusent systématiquement d'Ethan depuis plus d'1 an. Ils l'ont battu, menacé, terrorisé sa fille et transformé sa maison en prison. Et tout le monde dans cette famille, tout le monde, a laissé faire. Blake a bondi de sa chaise, le visage tordu de rage. Ce n'est pas. Tu ne peux pas. C'est sorti de son contexte. Contexte, ai-je répété calmement. S'il te plaît, explique le contexte où il est acceptable de battre le mari de ta sœur et de menacer une enfant de 4 ans. Craig a essayé une approche différente, se tournant vers ses parents avec désespoir. Papa, c'est insensé. Il invente tout ça. On était juste. Juste quoi, ai-je interrompu. Juste en train de terroriser quelqu'un pendant 1 an. Juste en train d'enfreindre plusieurs lois, y compris l'agression, les voies de fait, les menaces terroristes et l'intrusion criminelle. Tout cela, je l'ai documenté et signalé à la police. C'est alors que j'ai révélé la deuxième partie de mon plan. 2 officiers en uniforme ont franchi la porte d'entrée. Je les avais contactés plus tôt, leur avais expliqué la situation, fourni des preuves préliminaires. Ils avaient accepté de se tenir prêts pendant le dîner, attendant mon signal. Les officiers se sont approchés de Blake et Craig, les informant qu'ils étaient en état d'arrestation pour agression, voies de fait, menaces criminelles et harcèlement. Blake a commencé à crier à propos d'avocats et de fausses accusations. Craig est devenu pâle et silencieux. Tous deux ont été menottés pendant que leurs parents regardaient avec horreur, que leurs amis et leur famille élargie restaient figés, que Kristen sanglotait dans un coin. Alors qu'on les emmenait, Blake s'est tourné vers moi avec une haine pure dans les yeux. Tu vas regretter ça. On va te détruire au tribunal. On va tout te prendre. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, vous avez déjà essayé de détruire quelqu'un pendant plus d'1 an. Vous avez essayé de le briser, de le faire se sentir impuissant et sans valeur. Mais je ne suis plus votre victime.
Le visage de Blake est devenu vide de toute expression à cette dernière déclaration, mais avant qu'il ne puisse la comprendre, les officiers l'ont tiré vers la porte. Les deux frères ont été embarqués dans des voitures de patrouille et emmenés. La maison était soudainement beaucoup plus calme, juste le son doux des pleurs de Patricia et des gens qui bougeaient mal à l'aise. Je me suis tourné vers les invités restants. Je pense qu'il est temps pour tout le monde de partir. Si quelqu'un veut des copies des preuves pour sa propre compréhension de ce qui s'est passé, je peux les fournir. Sinon, s'il vous plaît, partez. La plupart des gens ne pouvaient pas partir assez vite, offrant des condoléances maladroites, des excuses, ou fuyant simplement sous le choc. Patricia s'est approchée de moi avant de partir, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit, la voix brisée. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il faisait ça. » Je l'ai regardé et j'ai vu une horreur sincère dans ses yeux. « Peut-être que vous ne connaissiez pas l'étendue de la situation, » ai-je répondu. Mais il y avait des signes. Il y a eu des moments où vous auriez pu poser des questions. Vous auriez pu vous demander pourquoi votre gendre avait l'air de plus en plus effrayé et abattu. Ces signes étaient là. Tout le monde a choisi de ne pas les voir. Elle a hoché la tête, pleurant plus fort, et est partie avec Frank, qui n'avait toujours pas dit un mot. Bientôt, il ne restait plus que Kristen et moi dans le salon. Elle était assise sur le canapé, le visage marbré de larmes, et me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. « Comment as-tu pu faire ça à ma famille ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Nous allons tout perdre à cause de toi. » Je me suis assis en face d'elle, soudainement épuisé, alors que l'adrénaline qui m'avait tenu commençait à s'estomper. « Kristen, tes frères battent ton mari depuis plus d'1 an. Ils ont terrorisé ta fille. Ils ont transformé votre maison en un lieu de peur et de violence. Et tu les as laissés faire. Tu les as encouragés. Tu as choisi leur approbation plutôt que la sécurité de ta famille. Ce n'est pas arrivé à cause de moi. C'est arrivé à cause des choix que toi et tes frères avez faits, encore et encore. » Elle a secoué la tête, toujours dans le déni. « Mais ils étaient juste protecteurs, s'assurant que tu me traitais bien. » J'ai laissé échapper un rire amer. « Te protéger de quoi? D'un mari qui t'aimait et voulait construire une vie avec toi? Il ne te protégeait pas, Kristen. Il te contrôlait. Et il le maltraitait. Et tu les as laissés faire parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. » Je me suis alors levé et lui ai dit que les papiers du divorce seraient déposés dans la semaine, qu'Ethan demanderait la garde exclusive de Sophie, et qu'elle devrait prendre un avocat. Elle m'a regardé avec confusion, commençant à demander quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé de lui dire la vérité. « Je ne suis pas ton mari, » ai-je dit clairement. « Je suis son frère jumeau, Nathan. » Ethan est venu me voir il y a 7 semaines, couvert de bleu, terrifié, brisé. Il m'a demandé d'échanger nos places pour qu'il puisse s'éloigner et guérir. Alors, je suis entré dans sa vie et j'ai pris sa place. J'ai vécu ici, subissant les abus qu'il subissait, documentant tout, constituant un dossier pour détruire les hommes qui le détruisaient. J'ai regardé son visage passer par la confusion, l'incrédulité, le choc, et enfin la compréhension. Tu n'es pas. Tu es son frère. Tout ce temps, tout ce que tu faisais à Ethan depuis 7 semaines, tu me le faisais à moi, ai-je continué. Chaque coup, chaque insulte, chaque moment de cruauté, je l'ai encaissé pour lui. Et j'ai tout documenté. Ton mari est en sécurité, loin de toi et de tes frères. Il a guéri. Et j'ai rassemblé des preuves pour m'assurer que Blake et Craig subissent les conséquences de leurs actes. Elle m'a fixé un long moment, et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux. Un dernier morceau de déni qui volait en éclats. Puis elle a mis son visage dans ses mains et a sangloté. Je n'ai ressenti aucune sympathie. Je lui ai dit que je resterais dans la maison cette nuit-là, mais qu'elle ferait probablement mieux d'aller chez ses parents. Je suis monté dans la chambre d'amis que j'utilisais. Derrière moi, je l'ai entendu pleurer, mais j'ai fermé la porte et l'ai ignoré. C'était fait. Je les avais exposés, j'avais tendu le piège, et ils y étaient tombés droit dedans. Tout le reste allait se dérouler à partir de là. Les procédures judiciaires, les conséquences, la reconstruction. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Ethan au chalet. Il a répondu à la première sonnerie, la voix tendue d'anxiété. Je lui ai tout raconté sur le dîner, les preuves, les réactions, l'arrestation de Blake et Craig, la complicité de Kristen exposée, comment c'était enfin terminé.
Il est resté silencieux un long moment. Puis je l'ai entendu pleurer. De grands sanglots haletants de soulagement et de libération. Merci, a-t-il dit quand il a pu de nouveau parler. Merci. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier assez. Tu n'as pas besoin de me remercier, lui ai-je dit. Tu es mon frère. Je le referai sans hésiter. Maintenant, reste au chalet encore quelques jours pendant que les choses se calment, puis tu pourras rentrer dans ton nouvel appartement. J'avais déjà aidé à lui trouver un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, loin de Kristen et de sa famille, un nouveau départ où il pourrait reconstruire sa vie et avoir un espace sûr pour Sophie pendant les visites de garde. Nous avons parlé encore un moment, tous les deux en train de digérer tout, épuisés et soulagés, et ayant encore du mal à croire que c'était vraiment fini. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, dans la pièce silencieuse, sentant les bleus me faire mal, sentant l'épuisement s'installer dans mes os. Et je me suis permis de respirer. Les suites judiciaires se sont déroulées au cours des mois suivants. Blake et Craig ont tous deux été inculpés de plusieurs crimes, notamment d'agression au 2e degré, de menaces criminelles, de harcèlement criminel et de harcèlement. Les preuves étaient accablantes. Tous deux ont finalement plaidé coupables plutôt que de risquer un procès. Blake a écopé de 18 mois de prison locale et de 3 ans de probation. Craig a écopé de 14 mois et de probation. Tous deux ont reçu l'ordre de ne plus avoir aucun contact avec Ethan ou Sophie, indéfiniment. Le divorce d'Ethan et Kristen a été finalisé 4 mois plus tard. Il a obtenu la garde physique exclusive de Sophie, Kristen ayant des droits de visite supervisés. Le juge qui a examiné toutes les preuves a été consterné par la façon dont elle avait permis les abus et a clairement indiqué dans sa décision qu'Ethan était le parent stable et protecteur. Les parents de Kristen, Frank et Patricia, ont en fait contacté Ethan par la suite. Ils se sont excusés abondamment, ont dit qu'ils avaient honte de leur fils et de leur propre aveuglement. Ils voulaient maintenir une relation avec Sophie si Ethan le permettait. Il a accepté des visites supervisées, reconnaissant qu'ils étaient les grands-parents de Sophie, et il semblait sincèrement repenti. Quant à moi, je suis retourné à mon appartement et à ma vie normale. Les bleus ont guéri, la douleur s'est estompée, mais l'expérience m'a changé d'une manière que je suis encore en train de digérer. J'ai maintenant une compréhension plus profonde de ce que signifie être vraiment vulnérable, être piégé dans une situation où demander de l'aide semble impossible. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous proposer des histoires de plus en plus intéressantes. Merci.